Bonjour à tous, je suis Marie Ganon de Milliman et je suis ravie de vous accueillir pour cette session sur la géomatique et le pilotage des risques climatiques. Donc, avec mes collègues Gilles André, Guillaume Alexis et Nathalie Orlac, nous allons explorer ensemble différents cas d'études de l'application des sciences géomatiques pour le pilotage des risques climatiques, en particulier en assurance. Donc d'abord, si on fait un petit point sémantique, en fait, le terme géomatique provient de la contraction des termes informatique et géographie. Et donc, nécessairement, quand on voit en fait les différentes formes de données climatiques et géographiques, on se rend bien compte qu'on a besoin d'un cadre spécifique pour l'étude de ces données. Et donc, la géomatique, ça va être toutes les méthodes qui permettent de collecter, mettre en forme, traiter, modéliser, représenter et diffuser la donnée géographique, Et donc, les systèmes SIG, donc de systèmes d'information géographique, seront au cœur de ces études. Et notamment, en fait, ce sont des systèmes avec des outils très puissants qui permettent d'analyser des données géolocalisées et qui constituent un outil d'aide à la prise de décision, notamment pour le pilotage des risques. Mais quand on regarde le graphique ici, on se rend compte que les systèmes SIG ne constituent pas l'ensemble des méthodes de la géomatique. On a également d'autres méthodologies telles que la photogrammétrie, la géodésie et la télédétection, qui sont également d'autres méthodes géomatiques. Donc, dans le cadre de cette présentation, nous allons vous présenter différents cas pratiques d'utilisation de la géomatique. Mais avant cela, on va commencer par un état des lieux du climat en France, avec un bilan 2024 et avec les enjeux futurs à horizon 2050. Donc, tout d'abord, selon Météo France, 2024 est fait partie des 10 années les plus pluvieuses, avec plus 15% de précipitations par rapport à la normale. Et donc, ces différents épisodes de précipitations ont conduit des crues et des inondations fréquentes, notamment dans le Pas-de-Calais ou encore avec les tempêtes Nelson et Kirk. Et de plus, ces nombreux épisodes de précipitations ont également conduit à une persistance des sols humides pendant plus de 8 mois, ce qui est un phénomène inédit depuis plus de 30 ans. Par ailleurs, côté température, on sait que 2024 figure parmi les 5 années les plus chaudes enregistrées. Et enfin, pour aller vers les Outre-mer, on a observé des cyclones dévastateurs dans l'océan Indien, à La Réunion et à Mayotte. Maintenant, lorsqu'on regarde les enjeux climatiques à horizon 2050, alors déjà on voit qu'actuellement on a un réchauffement climatique global de plus 1,1 degré par rapport à 1850. Et en France, on a plutôt une tendance à 1,7 qui tendrait vers 3,8 à horizon 2050 si les politiques actuelles restent telles quelles. Et donc là, à travers ce graphique, on voit que les différentes régions sont exposées à des périls climatiques assez variés. Mais en fait, de manière générale, le risque climatique va accroître ces risques en termes de fréquence et de sévérité, ce qui fait que les assureurs ont besoin d'outils pour s'en prémunir. Alors, il y a quelques études qui présentent justement un panorama en fait, des périls climatiques à horizon 2050, notamment l'étude France Assureur de 2021, qui combine une modélisation socio-économique avec une modélisation des effets richesse et répartition de la population pour mesurer l'impact sur la sinistralité, mais également une modélisation climatique qui nous intéresse plus particulièrement dans le cadre de cette présentation. Donc, la méthode de France Assureur conduit en fait à corréler à créer des indicateurs climatiques qui sont corrélés avec la sinistralité et par l'utilisation de scénarios du GIEC, en l'occurrence le scénario RCP 8.5 qui est le plus pessimiste, on va projeter les indemnisations à partir des indicateurs climatiques retenus. Donc en l'occurrence, sur la période 2020-2050, il mesure plus 24 milliards d'indemnisations dues au changement climatique et plus particulièrement 17 milliards pour la sécheresse. Maintenant, il y a d'autres études aussi qui proposent des méthodes alternatives pour mesurer l'impact du risque climatique. En l'occurrence, les études CCR et COVEA proposent, plutôt que de modéliser directement la relation entre les variables et les indemnisations,
de projeter en fait les variables climatiques et de modéliser les aléas climatiques sous-jacents à partir de modèles physiques. Et donc, à partir de ces aléas, ils vont ensuite projeter la sinistralité réalisée. Et donc, les principales conclusions qu'on peut observer à l'horizon de 2050, c'est plutôt sur les périls inondations et sécheresse, où on observe des charges sinistres qui sont assez conséquentes. Et un petit point aussi qu'on peut souligner, c'est qu'actuellement, en fait, les 2 études ont été réalisées sur la base des scénarios RCP, lesquels qui s'appuient sur les trajectoires CMIP5. Et aujourd'hui, ces trajectoires sont considérées un peu trop optimistes et on pourrait privilégier les trajectoires CMIP6 qui incluent aussi des impacts socio-économiques et donc qui sont un peu plus complexes que les scénarios RCP considérés. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Guillaume Alexis qui va nous présenter comment on peut utiliser l'imagerie radar pour la détection de zones inondées. Ouais, donc on va parler de l'utilisation de l'imagerie radar après une catastrophe pour détecter les zones inondées. Mais avant tout, il faut qu'on revoie quels sont les 3 types d'inondations pour bien les différencier. Le premier type d'inondation, donc l'inondation fluviale par débordement, se produit lorsqu'un cours d'eau déborde à cause de la fonte des neiges, des précipitations, des effets des barrages et des digues et de la composition du sol et du terrain. Lorsqu'un cours d'eau déborde, les effets dépendent aussi des caractéristiques de la plaine inondable qui l'entoure. Le deuxième type d'inondation, c'est l'inondation pluviale, aussi dite par ruissellement. Elle se produit en cas de forte pluie qui surcharge le système de drainage local. Et donc, ce type d'inondation peut survenir n'importe où, quelle que soit la présence de cours d'eau ou la géographie. Et enfin, le troisième type d'inondation, c'est la submersion marine qui se produit au niveau des côtes si elles ne sont pas en mesure de résister aux forces océaniques, c'est-à-dire les grandes marées, les vents forts et les ondes de tempête, les tempêtes en général. Ces 3 risques sont très différents et c'est pour ça qu'il faut les modéliser séparément. Pour ce premier cas d'usage, on se concentre sur les inondations par débordement. Pour ce cas d'usage, on va utiliser des données satellite Sentinel-1. Donc, c'est un satellite qui a été mis en place par le programme Copernicus de l'Union européenne et de l'ESA. C'est un satellite radar à synthèse d'ouverture qui est différent des satellites classiques optiques. Donc, à gauche, vous avez un schéma du fonctionnement des satellites optiques où le Soleil est l'émetteur d'énergie, d'information, qui est réfléchi sur le sol et enfin capté par le satellite. Donc on reste dans les ondes du visible ou émises par le Soleil. Pour un satellite à imagerie radar, le satellite est à la fois l'émetteur et le récepteur des ondes, ce qui permet donc de choisir dans quel spectre on se situe. Quels sont les avantages ? D'abord, ce type de satellite fonctionne le jour et la nuit, parce qu'on ne dépend pas sur le Soleil. Pour toutes les conditions météo, puisque les ondes micro-ondes, par exemple, transpercent les nuages et autres perturbations atmosphériques. Et enfin, c'est beaucoup plus efficace pour distinguer l'eau sur et dans le sol. On va s'intéresser à 2 variables différentes, l'étendue détectée des inondations et la vraisemblance. Donc, on a été obtenus après un petit peu de travail requérant de la technique après l'utilisation du satellite. Donc à gauche, vous avez l'étendue détectée des inondations. C'est une variable binaire. Soit le pixel est considéré comme inondé et c'est un 1, soit il n'y a pas d'inondation détectée et c'est un 0. À droite, on regarde l'inondation un petit peu plus finement avec la vraisemblance. Donc c'est une probabilité qui estime la probabilité que le pixel soit inondé ou pas. Donc si vous êtes autour de 0, vous êtes quasiment sûr que le pixel est effectivement pas inondé. Et on se rapproche au de 100, on augmente la probabilité d'inondation. Et à plus de 80%, en fait, on retrouve un petit peu l'information binaire de droite, de gauche, pardon, qui est l'étendue détectée des inondations. Comment est-ce qu'on va utiliser ces données conjointement ? Donc, on a d'abord une étape de pré-processing, télécharger les données,
choisir et découper à la région d'intérêt, et enfin reprojeter les couches géospatiales si nécessaire. Donc à droite, vous avez l'exemple des inondations de janvier 2025, donc au début de cette année, à Redon dans l'ouest de la France, avec en bleu l'information sur les inondations détectées, et dans un gradient de rouge, la vraisemblance. Après le pré-processing, on va faire une étape d'expansion des zones inondées, puisque le radar a un petit peu de mal dans les zones urbaines à vraiment bien détecter l'inondation. Et donc, on va étendre l'information zone inondée grâce à la vraisemblance. Donc, vous pouvez voir sur la droite, c'est toutes les zones qui sont en rouge, qui sont des zones potentiellement inondées, qu'on va considérer finalement comme inondées, puisque dans une zone urbaine qui a mal été couverte par le radar. Et enfin, grâce à cette information combinée, on va pouvoir calculer la hauteur d'eau, donc grâce à l'algorithme FLEX, qui est disponible dans la littérature, qui va calculer la hauteur d'eau avec l'emprise de l'inondation qu'on a vue auparavant et la topographie du territoire. Il s'agit enfin d'exclure les valeurs aberrantes qui peuvent survenir des erreurs dans les données ou du calcul algorithmique. Cette hauteur d'eau va pouvoir être utilisée à des fins assurantielles, par exemple avec des courbes de dégâts du bâti en fonction de la hauteur d'eau, avec les valeurs assurées, etc., pour avoir une estimation des pertes après un sinistre. Je vais maintenant passer la main à Gilles André pour l'identification des secteurs exposés au ruissellement. Oui, très bien. Alors, je vais essayer de faire assez rapide, et j'ai toujours tendance à m'étendre. Il y a deux sujets qu'on va essayer d'aborder. Un sur l'inondation par ruissellement et un sur l'inondation par débordement. Je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps du débordement, parce que je dois te laisser un peu de temps aussi. Voilà. Donc, je vais faire vite, mais je vais faire essentiellement le ruissellement. Alors, et on va essayer de montrer comment, avec la géomatique, les outils de la géomatique et les SIG, on peut traiter ce problème qui est le ruissellement. Alors, comme tu l'as très bien dit, le problème du ruissellement, c'est que ça peut se produire à peu près partout. Il n'y a pas de zone inondable par ruissellement spécifique. Le ruissellement peut se produire partout. Et donc, la question, c'est de savoir comment identifier ces secteurs qui sont favorables aux inondations par ruissellement. Et puis, il y a une autre question qui se pose, c'est comment quantifier en fait la fréquence d'exposition aux inondations par ruissellement. Il faut savoir, en France, grosso modo, il y a à peu près 50% des sinistres qui sont tagués inondations, qui sont situés, quand on les projette, quand on les géocode, ils sont situés en dehors des lits majeurs des rivières. Ça veut dire que si on regarde uniquement la cartographie des zones inondables par débordement, donc qui correspond aux lits majeurs des rivières, on n'a pas une vision totale de ce qu'est la sinistralité inondation. Bah oui, parce que le reste la grosse majorité des sinistres inondations, en fait, provient soit du ruissellement, soit des dégâts de mouille qui ont lieu quand il pleut beaucoup. Alors, comment on fait pour identifier des secteurs qui sont exposés au phénomène d'inondation par ruissellement ? Il y a plusieurs approches. Là, je vous en présente 4. Il y a le recours à une modélisation hydrologique et hydraulique. Il y a les modèles d'écoulement. Il y a l'analyse de la topographie avec la méthode de type ex-aequo. Ou encore, il y a ce qu'on appelle l'analyse géomorphologique et environnementale. Alors, les modèles hydro permettent d'évaluer les débits, les volumes à partir des volumes d'eau précipités. On va avoir des fonctions de transfert pluie-débit. Donc, c'est très, très pratique quand on veut étudier les débits d'une rivière et ensuite injecter ça dans un modèle hydraulique pour faire déborder la rivière. Mais par contre, pour identifier tous les secteurs qui sont susceptibles d'être affectés par l'inondation par ruissellement, c'est moins efficace. Il y a les modèles d'écoulement. Alors les modèles d'écoulement, on a les modèles dits semi-distribués ou totalement distribués. Je pourrais revenir dessus, mais je pense que je vais vous perdre. Eux, ils permettent de calculer les écoulements en surface et les zones exposées. Donc ça, c'est très, très pratique. Le seul problème de ces modèles-là, c'est que c'est assez gourmand et consommateur de temps et de données. Donc il faut faire tourner des machines, des gros supercalculateurs pour avoir... Si on veut couvrir un territoire comme la France, ça va prendre un certain temps. Et il va falloir un certain nombre d'informations aussi vis-à-vis du territoire. Il y a la méthode topographique type ex-aequo qui, elle, caractérise les zones exposées dans les réseaux. Alors, c'est une méthode elle est assez marrante parce qu'elle consiste en fait à perturber un modèle numérique de terrain. On perturbe légèrement les altitudes et puis en fait, on fait tourner un algorithme qui recherche les zones les plus basses, les zones de concentration de flux. Et donc, si je perturbe un petit peu mon modèle numérique de terrain en mettant du bruit, je vais décaler les zones de concentration et puis je vais en fait réidentifier les plaines inondables quelque part. Donc là encore, la limite
limite de cette méthode-là, c'est qu'on s'intéresse juste aux zones de plaine inondable, donc les talwegs, comme on dit, et on n'a pas les zones surfaciques qu'on pourrait avoir en zone urbaine, par exemple, et qui sont en dehors des lits majeurs. Et puis donc, il y a la méthode qui coupe l'analyse géomorphologique et environnementale qui, elle, permet d'identifier à peu près partout ces secteurs-là. Alors, comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, les inondations par ruissellement, elles se produisent quand les pentes sont trop faibles pour évacuer l'eau qui est précipitée, c'est-à-dire que quand la quantité d'eau précipitée est supérieure à la capacité d'évacuation de la pente, évidemment, il y a un moment donné, ça va commencer à déborder et on va commencer à avoir les pieds dans l'eau. Quand les réseaux d'évacuation des eaux pluviales ou que le terrain ne permettent pas non plus l'absorption des précipitations, vaste sujet, les réseaux d'évacuation d'eau pluviale. Quand la superficie drainée en amont est suffisamment importante pour concentrer beaucoup d'eau en un même point. Et enfin, quand l'environnement local, type la végétation, n'intercepte pas les précipitations ou ne permet pas le ralentissement des fonctions de transfert pluie débit. Alors, comment faire simplement avec des outils de géomatique pour identifier ces zones exposées au ruissellement? On va partir d'un modèle numérique de terrain. Un modèle numérique de terrain, c'est une matrice bidimensionnelle où en fait chaque case représente l'altitude. Donc ce qui est bien, c'est qu'une matrice bidimensionnelle, on peut faire des calculs matriciels dedans. On va pouvoir avoir des calculs avec des matrices encore plus petites. Et on va balader ces matrices un peu partout sur le modèle numérique de terrain, sur la grande matrice, pour extraire un certain nombre de choses, dont la première chose, c'est une carte des pentes. Donc on va avoir en tout lieu la valeur de la pente maximale. De cette carte des pentes, on va aller chercher l'orientation, parce qu'on aimerait bien savoir quand l'eau tombe, où est-ce qu'elle tombe, dans quel sens elle tombe. Donc on va faire une carte des orientations des pentes. Ça nous permet de définir vers où l'eau va tomber et quelles sont les lignes de flux. Et ensuite, on va, à partir de là, calculer ce qu'on appelle l'accumulation des flux. Donc ça, cette carte-là est assez intéressante parce qu'elle nous permet de savoir, en tout point du territoire, quelle est la superficie qui est drainée en amont. Donc ça, vous voyez bien les applications qu'il peut y avoir, c'est que si je me situe ici, j'ai quand même beaucoup plus de chances de me prendre beaucoup d'eau que si je me situe sur ce sommet-là. Parce que là, la superficie drainée en haut, elle est nulle, alors que si je commence à descendre dans la vallée, là, la superficie, elle augmente au fur et à mesure que je descends. Donc ça, c'est ce qu'on peut extraire d'un modèle numérique de terrain, mais on peut extraire plein d'autres choses d'un modèle numérique de terrain. Mais on va s'intéresser aux pentes, parce que les pentes... Moi, je me rappelle quand j'étais petit, il y a très longtemps, au lycée, on nous a appris les dérivés. Je ne comprenais pas à quoi servaient les dérivés. Et en fait, j'ai découvert un jour que les dérivés, ça avait des applications quand on voulait regarder si les pentes accélèrent, si les pentes diminuent, si on va avoir une évacuation des eaux ou des phénomènes d'accumulation. Donc, la première chose qu'on va regarder, c'est la courbure longitudinale d'une pente. Donc, voir où est-ce que la pente accélère, où est-ce que la pente diminue, où est-ce que la pente est constante. On va regarder une seconde chose, c'est ce qu'on appelle la courbure planiforme. Est-ce qu'on a une divergence ou une convergence? Alors là, on va travailler perpendiculairement à la pente. Donc ça va nous donner des indices sur où est-ce que l'eau va s'évacuer, où est-ce que l'eau va se concentrer. Et donc si on combine tout ça, on a ce qu'on appelle la courbure standard. Et là, on voit très bien qu'il y a des secteurs. Si je prends cet exemple-là, je ne sais pas si vous voyez la souris. Ouais. Bon, ça, typiquement, on a une pente qui accélère et qui diverge. Donc, si je me situe ici, a priori, pas trop de chances de prendre beaucoup d'eau parce que l'eau, elle va être évacuée sur les côtés. Inversement, le pire des secteurs, c'est ici, c'est-à-dire que j'ai une pente qui diminue naturellement et en plus, j'ai une convergence. Donc là, si je me situe là, je suis sûr et certain que je vais me prendre plein d'eau. Donc, en fait, on va utiliser toutes ces informations-là. On va combiner en serrant donc les différents types de courbatures, de courbures longitudinales, etc. L'accumulation des flux. Et en fait, on obtient, quand on combine ces informations entre elles, on obtient ce qu'on appelle un indice topographique, qui est quelque chose de totalement adimensionnel, mais qui permet d'isoler facilement les secteurs qui vont être exposés naturellement, géomorphologiquement, à des phénomènes de ruissellement. Là, on n'est pas en train de regarder ce qui va tomber comme eau ou quoi que ce soit. C'est juste que, voilà, d'un point de vue topographique, on est ou pas exposé à ces phénomènes de ruissellement. Donc là, c'est tout ce qui apparaît en jaune. Et puis, quand on est sur du bleu, on est plutôt préservé des phénomènes de ruissellement ou d'inondation par ruissellement. Donc vous voyez que là, c'est une application de la géomatique, c'est assez simple et c'est assez performant. Quand vous avez un modèle numérique de terrain sur la France, aujourd'hui vous avez à disposition avec l'IGN des modèles à 1 mètre ou à 5 mètres de résolution, c'est quand même des très grosses données. Avec les outils de la géomatique, très rapidement, vous allez pouvoir sortir ce type d'informations. Très rapidement, vous le faites avec un PC de ce type-là. Vous n'avez pas besoin d'un supercalculateur. Alors que si vous voulez faire de la modélisation hydro,
ou de la modélisation des flux, là, il va falloir faire appel à des machines un peu puissantes, des supercalculateurs, donc ça va être gourmand en temps de calcul. Donc ça, c'est quand même assez performant. C'est pas idéal, évidemment. On pourra toujours dire, mais on prend pas en compte les ouvrages de protection, on prend pas en compte la capacité d'évacuation des réseaux d'eau pluviale, et ainsi de suite. C'est vrai, mais c'est quand même quelque chose qui permet d'avoir une première vision assez intéressante et qu'on peut performer après en utilisant des données environnementales comme des cartes d'occupation du sol qui vont nous donner une idée sur la rugosité du terrain. La rugosité du terrain, ça va vous donner, ça va ralentir ou accélérer les flux de transfert, des choses aussi sur l'imperméabilisation des sols. Est-ce qu'on va pouvoir avoir de l'infiltration? Est-ce qu'on a des sols totalement imperméables et dans ces cas-là, rien va s'infiltrer? Et puis la présence ou non de réseaux d'évacuation d'eau pluviale. Et la végétation, bien entendu. Donc voilà. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est comment, on a vu comment géographiquement dire est-ce qu'on est exposé, pas exposé. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'avoir, mais on est exposé tous les combien? Parce que les assureurs aiment bien savoir, aiment bien probabiliser les choses, ça leur permet de faire des cotations. Bon, alors, on revient, les réseaux d'évacuation d'eau pluviale ont été calibrés sur des précipitations qu'on appelle décennales ou vicennales, avec ce qu'on appelle alors je fais la chose à l'envers, on part du problème, des courbes d'intensité durée-fréquence. Ces courbes d'intensité durée-fréquence, elles ont été conçues par Météo France il y a 40 ans, 30 ans, 20 ans, maximum 20 ans, et les réseaux d'évacuation des eaux pluviales, de toute façon, ils ont tous plus ou moins 40 ans d'existence. Donc dites-vous qu'ils sont tous pas calibrés aujourd'hui avec le climat actuel et voire le climat futur. La question qu'on peut se poser, c'est comment aujourd'hui réestimer la fréquence de ces inondations, parce qu'on accepte que historiquement, grosso modo, ces réseaux évacuaient les eaux pluviales tous les 10 ans pour des eaux décennales ou vicennales, ça veut dire qu'on avait une chance sur 10 ou une chance sur 20 d'être les pieds dans l'eau, grosso modo. Maintenant, si on fait un petit rappel très simple avec le changement climatique, 1 degré de température en plus et 7% d'humidité en plus dans l'atmosphère. Là, on a un petit objectif, on s'est fixé un petit objectif, l'humanité, c'est à peu près plus de degrés en 2050, et je pense qu'on va le tenir. Pour une fois, s'il y a un truc qu'on va tenir, on va être bon. Voire même si on va peut-être arriver à le dépasser, si on y met un peu du nôtre. On vous invite tous d'ailleurs à participer. Mais donc voilà. Autre chose, c'est une petite étude qu'on avait menée il y a quelques années pour la CCR. On avait juste repris des épisodes Cévenol. Et on avait dit, tiens, si on changeait juste la température de surface de la mer Méditerranée sur ces épisodes Cévenol pour voir ce que ça faisait. Donc on rejouait les épisodes Cévenol dans les conditions initiales. Et puis après, on augmentait d'1 degré, 2 degrés, 3 degrés la température de la mer. On n'augmentait même pas la température de l'atmosphère, qui évidemment dans un modèle de circulation atmosphérique, ça va jouer. Mais on ne jouait même pas sur la température atmosphérique. Plus 1 degré, plus 3 degrés, ça nous menait à plus 150, à plus 300% de précipitations sur les mêmes épisodes. Et je ne vous parle pas de l'étendue qu'on avait. C'est-à-dire que là, on multipliait par 2 la superficie qui était atteinte. Donc vous voyez, 1 degré de température en plus, 7% d'humidité. Cette humidité en plus, elle nous retombe toujours sur le coin de la figure d'une façon ou d'une autre. La mer qui se réchauffe, ça fait aussi des précipitations en plus. Bon, pour faire simple, là, ralentissement du jet stream, on l'a vu ce week-end. Je ne sais pas si vous avez remarqué, de beaux orages qui ont fait des belles grêles et sans doute des inondations très localisées. Là, c'est parce qu'on était un ralentissement du jet stream, une boucle, donc descente d'air froid à l'ouest, remontée d'air chaud à l'est, et puis front thermique. Et hop, on a tous les ingrédients pour avoir de la convection très profonde, et donc des précipitations de plus en plus intense. Donc la question, c'est savoir comment ça va se produire, comment ça va aller dans le futur et comment faire pour estimer ces précipitations dans le futur. Alors, on a la boule de cristal, ça marche moyen. On a l'intelligence artificielle, ça marche pas. Parce que le deep learning sur les 40 ans du passé, ça ne nous permet pas de connaître ce qui se passe dans le futur. Ça, je vous le dis tout de suite. Donc, en fait, il faut juste regarder les modèles climatiques, parce que les simulations climatiques, ça fait à peu près 50 ans qu'on sait simuler le climat. Alors, au début, c'était un peu balbutiant, mais maintenant, on pense qu'on est plutôt pas mal, voire plutôt bon même. Bon, on améliore les simulations climatiques et les modèles climatiques chaque année, parce qu'on arrive à mieux simuler un certain nombre de paramètres atmosphériques ou d'interaction terre-océan ou océan-atmosphère. On a 40 modèles globaux actuellement.
de ce qu'on appelle les GSM. On a 50 ans donc des modélisations climatiques. On a 150 années ciblées, donc de 1950 à 2100. Et ces modèles globaux, on va les utiliser pour forcer des modèles régionaux, donc pour avoir une descente d'échelle dynamique et pas statistique. Donc c'est ces modèles globaux qui sont à des mailles de 100 km, entre 50 et 200 km pour faire simple, et on va les utiliser pour forcer des modèles régionaux pour descendre à des mailles de l'ordre de 12 km. Et à cette maille-là, on va pouvoir capter des événements relativement extrêmes. Alors, pas évidemment la convection et les convections les plus extrêmes, on n'arrive toujours pas à les capter à ces mailles-là, mais on arrive à capter comme des événements extrêmes. Et donc, en utilisant ces modèles régionaux, eh ben, on peut réétudier les précipitations et réétudier surtout et challenger la précipitation décennale historique. Elle est comment dans le futur? Donc là, c'est juste une petite illustration. À gauche, on a l'image des zones qui sont sensibles au risque de ruissellement, indépendamment de ce qui peut tomber dessus. Au milieu, on avait les valeurs de précipitation décennale. Et puis à droite, on a dans le monde merveilleux de plus de degrés ce que seront les précipitations décennales. Alors on voit bien une chose, c'est que les précipitations décennales vont augmenter en intensité, ce qui veut dire que la probabilité de dépasser la décennale de la période historique, elle va aussi augmenter. Mais elle va augmenter, d'ailleurs, c'est pas linéaire. Hein. Donc, on va se retrouver à avoir des systèmes d'évacuation des eaux pluviales qui étaient calibrés pour du 10 ans, pour du 20 ans, qui aujourd'hui vont être calibrés pour du 2 ans, pour faire très simple. On va accélérer, alors on va même s'arrêter tout de suite. Non, je vais passer la parole. J'ai encore 2 minutes. Oui, je ne veux pas vous embêter plus, mais sachez qu'en fait, avec ce genre de choses, on peut, voyez, la géomatique, ce qu'on peut faire, et on peut s'amuser aussi à requalifier les débits des rivières de la même façon, hein, en utilisant des modèles globaux climatiques qui viennent forcer des modèles hydrologiques et hydrauliques, et on peut recalculer les débits les débits attendus sur les rivières, et donc recalculer les débits futurs. Et donc, si vous avez une cartographie, typiquement, je le fais rapide, voilà, si vous avez une cartographie des débits des rivières par période de retour, hop, voilà, et en faisant tourner des modèles et des simulations, on arrive à dire, voilà, là vous étiez dans la zone centenale, c'est la zone vicennale. Voilà, c'est pour faire peur à personne. Je te laisse la parole. Bien, moi, je vais vous parler de trucs beaucoup plus visuels, mais qui utilisent toutes ces données qui sont créées en amont. Et en fait, je vais vous parler de l'usage vraiment très concrètement du SIG, du Web SIG à la CCR, donc qui est la Caisse centrale de réassurance. Je veux bien que tu cliques sur un assistant, c'est bien. Je pense que dans le public, tout le monde connaît à peu près CCR. Alors, très rapidement, la Caisse centrale de réassurance, on est des réassureurs publics. On appartient à l'État. Et on réassure dans le cadre du régime des catastrophes naturelles, qui est une loi qui date de 1982. Comment ça marche très rapidement quand il y a un événement exceptionnel de catastrophe naturelle, Chido, Garance, récemment dans le Var, les inondations, ce sont des événements d'ampleur extrême, donc ça peut être qualifié de catastrophe naturelle. Le maire fait une déposition. Alors je vais faire ça. Non, ne clique pas. Le maire fait un dossier auprès du préfet. Je vais très vite. Hein. Le préfet fait une demande, dépose un dossier à une commission interministérielle qui va, elle, décider, oui, c'est une catastrophe naturelle ou non, et qui va mettre un arrêté de catastrophe naturelle ou pas, suivant l'intensité, les critères de l'événement. Dans tous les cas, l'expert va estimer les coûts, les dommages. L'assureur, merci. L'assureur va indemniser l'assuré. Et s'il y a un arrêté de catastrophe naturelle, à ce moment-là, CCR indemnise l'assureur. S'il n'y a pas d'arrêté de catastrophe naturelle, c'est la réassurance privée qui va marcher. Et dans le cas où CCR n'a plus assez d'argent, l'État prendra le relais. Pour mieux estimer les événements d'ampleur, donc il y a des types de modélisation de ce style à CCR. On collecte de nombreuses données également sur les biens assurés. On modélise donc les impacts. J'ai pas fini de lire. Et tout ça pour pour une meilleure prévention. En fait, un gros levier aujourd'hui pour pérenniser le régime des catastrophes naturelles, c'est la prévention. Hop, c'est bon. Merci. Alors, très rapidement, qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui n'est pas couvert? Là, je vous donne une liste. Elle n'est pas du tout exhaustive. Mais globalement, alors c'est les chiffres 2023. J'ai les chiffres 2024 que ceux qui viendront demain à la journée CCR4 auront les nouveaux chiffres, mais je vais vous les dire. Alors, la sécheresse de 42, ça passe à 41, donc 82 2024. L'inondation,
Ça reste à 49 et ce qui est remonté un petit peu, c'est vent cyclonique avec Chido. Donc les autres en haut, là, ça fait 10%. Et le montant global, c'est 61,2 milliards d'euros. Vous ne vous le dites pas parce que je ne sais pas si c'est diffusable, mais ça va l'être demain. C'est pas très grave. Donc voilà, cette liste, elle n'est pas exhaustive et elle peut changer. Je sais pas, j'ai pas de chef ici. Hein. Après, il y a des gens que je connais, mais non, mais c'est public. Alors, les travaux de la CCR. Donc, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est quantifier et qualifier l'exposition du territoire français. Donc, quand tu disais les temps de traitement, nous, on a des gros calculateurs. Alors, Gilles, il sait beaucoup mieux que moi comment ça marche à CCR, mais moi, je consomme avec les SIG, je consomme la sortie des modèles. Je vais vous l'expliquer très vite. Et on répond aux questions. Donc, l'exposition du territoire aux catastrophes naturelles, le coût d'un événement qui vient de survenir, ou alors même d'un événement historique. On peut le rejouer aujourd'hui. Par exemple, les inondations de Paris 1910, on est capable de dire combien ça va coûter. Et comme on est très joueur, on peut également faire des événements scénarios. Donc nous, on a fait des séismes sur Nice. Je peux dire, ça sera très coûteux si ça arrive, et c'est probable, mais extrême. Et alors pour les actuaires, j'ai mis ça, la distribution des coûts annuels probables sur le territoire. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on est capable de faire. Et également de conserver la mémoire des catastrophes naturelles. Donc sur nos sites, on a des fiches sur tous les événements pour essayer d'analyser, de comprendre les conséquences. Et tout cela dans un terme à terme pour arriver à dynamiser et accompagner les mécanismes de prévention. Alors, comment ça marche concrètement le SIG et le Web SIG? Alors, vous avez des petites pastilles bleues. C'est du SIG bureautique. Donc un outil un peu comme Word, Excel, c'est dans votre bureau. Vous faites des traitements un peu particuliers comme Gilles, tout ça, c'est ce qu'ils font. Et puis le Web SIG, c'est quelque chose qui est en train de grossir énormément. C'est quelque chose qui est fabuleux parce que c'est un outil de diffusion incroyable, sans code. On ne perd pas du temps à faire visualiser des choses. On fait du drag and drop et ça marche tout de suite. Bien sûr, si vous avez un spécialiste derrière qui vous met les choses à disposition. Mais ça va très vite et l'actuaire n'est plus obligé de se prendre la tête pour coder, pour arriver à visualiser une carte. Enfin, voilà. Donc, la première brique, c'est gauche, là. Hein. La brique gauche. Donc, visualisation, traitement, analyse. Donc, le SIG bureautique, nous, au niveau de la modélisation, il est très utilisé pour traiter la donnée, pour la comprendre, la valider et la faire passer dans la brique modélisation. Donc, la brique modélisation ne me posait pas des questions. C'est une boîte noire pour moi. Mais Gilles, peut-être, aura des éléments de réponse si vous en avez. Mais on modélise classiquement de l'aléa, les dommages, et puis, c'est quoi modèle d'aléa, modèle de vulnérabilité, modèle de dommages, et c'est lui qui vous intéresse parce que c'est là où on sort une estimation. Donc, tout ça, ça enrichit la modélisation. On a une énorme base de données parce que tous les assureurs sont censés nous donner des données à l'adresse des biens assurés. Donc, j'en vois ici dans la salle qui font très bien le travail. Je les en remercie. Donc en géocode, il y a une grosse partie de data engineering. Là, ça vous parle peut-être. Mais c'est un data engineering un peu plus spécial. Il va au-delà parce qu'il prend en compte la dimension spatiale également pour nettoyer la donnée. S'il y a un endroit, il y a quelque chose où il y a écrit 50 et que ce n'est pas un immeuble et c'est à 50 étages, c'est un peu problématique. Ce genre de choses, on nettoie beaucoup la donnée. Et ça nous permet de créer une base assurantielle de biens assurés et de biens sinistrés. Donc, ce sont des données hautement confidentielles et qui ne sont pas partagées. Donc, voilà, on ne vous les donne pas. Donc, c'est cette base de données de biens assurés. Donc, ça, c'est où sont les biens assurés, quelles sont leurs valeurs, qui vont dans la brique modélisation, où est-ce que ça va être inondé. On mélange tout ça. Et les SIG, et surtout les Web SIG, nous permettent de faire des restitutions dynamiques ou pas. C'est-à-dire, on peut faire... Alors, le bureautique et le Web SIG permet de valider les résultats de modèles. C'est-à-dire, un modélisateur, il voit que ça déborde. « Oh là là, j'ai oublié une digue ». Il le voit très, très facilement dans ces outils-là. Et on peut également, à l'aide du Web SIG, donner à voir à des décideurs. Je vais vous montrer des exemples concrets qui ne veut pas rentrer dans le cambouis de l'outil parce que c'est compliqué à utiliser, mais qui veut un outil quand même qui puisse s'interroger. Donc ça, c'est le Web SIG qui permet de faire ça. Ça nous permet de faire forcément des études sous forme de rapport papier, on en fait encore, mais beaucoup sous forme de web map, des choses dynamiques. On diffuse nos résultats à l'État, aux assureurs et au tout public via des plateformes dédiées. Je vais vous montrer des exemples. Et de plus en plus, on crée des outils en interne de collaboration pour éviter justement à avoir trop... on a besoin de moins d'experts en géomatique pour pouvoir... utiliser cette dimension de la donnée. On met à disposition des outils qui sont très faciles à mettre en place sans aucune ligne de code. Bon, après, je sais que vous savez coder, les actuaires, mais pas ce type de code-là.
Alors, exemple concret en interne. Il n'est pas exposé à l'externe parce que ça, c'est juste pour nous. On a une notion d'événement, de catastrophe naturelle à la CCR. Il y a une date de début, une date de fin. Et il y a un événement auquel on rattache des arrêtés de catastrophe naturelle. Mais parfois, il y a des communes où on peut oublier une commune ou pas. Et ça, cet outil, il permet il n'a pas fallu 50 jours hommes pour développer un tableau de bord comme ça. On va dire c'est un jour homme pour savoir ce qu'on veut déjà et arriver à comprendre le décideur, ce qu'il veut lui. Ça, c'est le plus dur. Et donc, il arrive à voir avec les périls que vous voyez sur la gauche. Il peut zoomer sur les départements à droite, etc. Il voit que les points rouges, il y en a peut-être qui sont proches des zones bleues qui sont les événements. Il dit, il faut aller regarder de plus près là parce que peut-être cette commune-là, on a oublié de la rattacher. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'outil pour collaborer en interne sans que le décideur ait besoin d'aller dans un outil SIG bureautique compliqué et que de toute façon, il oubliera comment ça marche. Des exemples concrets ouverts à l'externe. Donc ça, c'est le site catastrophesnaturelles.ccr.fr qui va être absorbé bientôt dans le site ccr.fr. Mais il y a encore pour le moment et ces pages seront de toute façon refondues à l'intérieur. Je vous invite à aller voir dans les périls couverts le séisme. Il y a une petite application toute simple qui permet de voir l'intensité des séismes par intensité et par date de survenance des séismes. Donc on peut filtrer, c'est dynamique et ça peut être utile. Et puis évidemment, dans la partie tout public, dans l'onglet localisé, donc le petit onglet jaune qui est tout ici, là, hop, il y a une carte interactive où là, on vous restitue plein d'indicateurs assurantiels et puis le cumul des communes reconnues CatNat. Et pour les indicateurs assurantiels, ce sont des coûts cumulés, des fréquences moyennes, des S sur P à la commune ou au département. Voilà. Exemple concret ouvert à l'externe qui va bientôt voir le jour, c'est là encore un deuxième scoop. J'aurais aimé qu'il y ait des chefs parce que c'est pas complètement validé non plus, mais c'est tout public. C'était pour faire passer en force le truc, mais ça va sortir. C'est très demandé de pouvoir visualiser. Nous, on vous donne des visions cumulées et on nous dit, mais on voudrait voir par année. Et ce dashboard, donc ce tableau de bord, permet, vous voyez sur la gauche les années, on voit le nombre de reconnaissances CatNat qui sont dessus. Quand on clique sur une année, hop, ça affiche la carte en conséquence et on voit en parallèle les reconnaissances CatNat, le coût. Et en dessous, il y a des jauges qui vous permettent de ventiler, vous dire, voilà, ici, là, on voit qu'on est en 2016 et c'était plutôt l'inondation par rapport à la sécheresse dans les petits camemberts. Encore une fois, ce tableau de bord, c'est indépendant d'une DSI, on peut le mettre en place sans code. C'est là où j'insiste et ça va vraiment très vite et c'est des outils hyper utiles. L'Espace Pro, donc je sais qu'ici, il y a des fans parce que j'en vois au moins 2. Marc. Donc là, c'est quelque chose qui est réservé uniquement aux assureurs. C'est fermé, c'est sécurisé. Il y a 2 niveaux. Il y a un niveau qu'on appelle espace commun où on restitue des données agrégées au niveau du marché. Et l'assureur, s'il nous fournit des données de qualité suffisante, peut avoir ce qu'on appelle un espace dédié dans lequel il voit, vous voyez ici les petites étoiles roses. On lui restitue tout son portefeuille, France entière. On n'a même pas peur. Et quand on clique sur les étoiles, forcément, ça met toutes les informations qu'il nous donne, on les restitue. Et on voit en bleu ici le débordement. Et le ruissellement, c'est plutôt vert. Parce qu'on fait aussi déborder, ruisseler, mais je ne pense pas exactement comme toi. Et du coup, visuellement, on peut voir les zones où on est un peu plus exposé ou pas. Voilà. Bien sûr, on fait plein de rapports papier qui sont truffés de cartos en général du territoire avec des indicateurs à la commune ou au département. Je vous invite à suivre l'actualité parce que le bilan de catastrophes naturelles 82-2024, il va sortir demain. Donc, je vous invite à suivre le site ccr.fr et d'autres rapports régionaux ou alors nationaux pour l'État. Justement, on est capable, par exemple, de prouver l'efficacité des mesures de prévention. En général, 1 euro investi en prévention, alors ça dépend de qui le dit, mais c'est 3 euros qui sont sauvés. Ça peut aller jusqu'à 8, si ça dépend qui dit quoi. Mais normalement, le chiffre, c'est 3. Hein. Voilà. Pour toute la prévention. Alors, tout ça pour dire, et on va être dans le temps, c'est que le rôle central des SIG, j'espère qu'on vous a montré que ce sont des outils hyper puissants pour ce type de problématique.
De plus en plus avec du low-code, no-code. Il y a des assistants IA, de la géo-IA. On ne fait pas que de l'IA, on fait de la géo-IA. On prend nativement la dimension spatiale, qui est une dimension hyper importante dans le cadre des catastrophes naturelles, parce qu'on se pose la question de où. Donc forcément, il faut prendre en compte la dimension. Donc ça permet de diffuser, analyser, valoriser ces données avec cette composante géographique, démocratiser l'usage de ces données à des non-experts, et ça c'est hyper important parce que ça permet d'aller plus vite, et de renforcer la collaboration et l'efficacité opérationnelle. Tout ça pourquoi ? Pour des prises de décision plus rapides, plus fiables et éclairées. On parle de data-driven decisions, en exploitant pleinement. Donc encore une fois, j'insiste, je suis lourde, mais oui, la dimension géographique, il faut la prendre en compte. Je dis ça aux actuaires. Et également, il ne faut pas hésiter aussi, l'assurance était un peu fermée dans son milieu, mais finalement, elle a les mêmes problématiques que d'autres acteurs du territoire. Les collectivités locales, c'est pareil, ils ont les mêmes problématiques. Et de plus en plus, il y a la collaboration qui se met en place justement pour faire face et passer à l'échelle face au changement climatique. Et donc là, je vais citer le CNIGE, Conseil national de l'information géographique, où le CCR anime un groupe de travail assurance, et je sais que certains y participent. Et également l'IGN qui met en place le jumeau numérique de la France et de ses territoires pour essayer de rassembler, de capitaliser sur la donnée géo et que tout le monde puisse l'utiliser et aller plus vite dans ses prises de décision. Donc tout ça, le SIG, Web SIG pour comprendre le territoire, agir plus vite, de façon plus fiable et efficace face au changement climatique. Je vous remercie. Voilà. 3 minutes. Les questions. Bon, tout le monde dort. Putain, je parle fort. On les a assommés. Ah, s'il y a une question. Ouais. Ah, bah voilà. Bonjour, merci pour la présentation. Vous avez parlé que vous faisiez des courbes de distribution des pertes pour les actuaires. Non, ça vous dit rien ? C'est Gilles ? Non, c'est... Moi ? Ah non. Moi, j'ai pas montré de courbe. Non, mais vous l'avez mentionné que vous calculiez des distributions. Les pertes annuelles moyennes, pertes Voilà, maximales, c'est ça. ce genre de choses. Et ce que je voulais comprendre, c'est que vous le faites pour chacun des périls séparés, vous faites une Oui, vision alors, globale ou... En général, c'est tout confondu ou ventilé par péril. En général, on propose tout. D'accord. Et c'est des choses auxquelles on a accès Si vous ou... êtes assureur, probablement. Ok, merci. Réassurer à CCR, bien sûr. J'ai oublié le détail qui tue. Oui. Est-ce qu'il dans le cadre de prévention, il faut modifier les pentes ? Enfin, est-ce que, sur les ruissellements, donc Monsieur Gilles, Oui. Ce qu'on peut en déduire, c'est grosso modo plutôt que forcément modifier l'ensemble dans le cadre d'une prévention, quels sont les éléments à mettre en place par rapport à ces pentes ? Ah bah rien, parce qu'on ne va pas prendre un bulldozer pour redessiner la montagne. Donc ça, c'est quand même... Donc dans le cadre de la prévention, ce qu'il faut, c'est d'aménager les bassins versants pour limiter les phénomènes de ruissellement, c'est-à-dire diminuer la vitesse de transfert pluie-ruissellement. Donc il y a des choses qui sont assez simples. En zone urbaine, c'est désartificialiser les sols, c'est permettre à l'eau qu'elle pénètre dans le sol. Donc désimperméabiliser les sols, ça consiste à remettre de la végétation, ça consiste à supprimer des places de parking pour mettre de l'herbe, typiquement, faut être très clair. Et ça va permettre d'éviter une partie des inondations par ruissellement. Ensuite, il y a évidemment quand même la problématique des réseaux d'évacuation des eaux pluviales, parce que ils sont là pour évacuer les eaux, et aujourd'hui on sait qu'ils ne sont plus calibrés, ils sont sous-calibrés, donc là il faut les revoir. Mais ça veut dire que c'est à l'échelle des communes et des collectivités, et c'est des très très gros investissements, et des fois il n'y a même pas la place. Imaginez à Paris refaire le réseau d'évacuation des eaux pluviales, on a des métros, on a des égouts, enfin c'est pour arriver à élargir ces réseaux, ça devient très compliqué. Donc il y a des choses qui peuvent être faites en termes de prévention.
Mais vraisemblablement pas, on ne va pas toucher aux pentes, hein, parce que voilà. Mais par contre, il y a des choses plus simples, revégétaliser par exemple. Après, on peut se protéger individuellement, hein, quand ça ruisselle en ville, bah, on peut avoir des bâtards d'eau amovibles qu'on met devant chez soi ou devant sa boutique, ça évite que l'eau ne rentre dans la boutique, typiquement. L'IGN a mis en place ces notions de jumeaux numériques des territoires. Est-ce que vous, de votre côté, vous utilisez ces jumeaux numériques pour faire vos simulations ou c'est encore tôt? Alors, ça dépend ce qu'on met derrière jumeaux numériques de territoire, parce que c'est voilà, le jumeau numérique de territoire, c'est pour moi, du moment que c'est sur une carte, ça y est, c'est un jumeau numérique. Et évidemment, on consomme énormément les données de l'IGN, genre ceux qui connaissent la BD Topo. On a tous les bâtiments de l'IGN, et on est des consommateurs, on consomme l'occupation du sol, grande échelle, celui qui est en LIDAR, la COSIA. Enfin, il n'est pas complètement fini celui-là, mais il nous sert énormément, c'est des données LIDAR. Ah oui, alors les données de l'IGN, on va dire, c'est la base. Les MNT, modèles numériques de terrain, à 1 mètre, sont disponibles et c'est des données gratuites. Rebonjour, j'ai une autre question. Vous avez parlé au départ des différents types d'inondations avec débordements et ruissellement. Ça paraissait très simple, mais en fait, il y a quand même des ruissellements qui vont venir alimenter le fleuve et donc le fleuve déborde. Et en fait, quand on regarde, nous, on a parfois l'impression qu'on a des épisodes un peu mixtes. On ne sait pas trop. Enfin, c'est pas si simple que ça de tracer la frontière. Est-ce que vous avez des solutions miracles ou... Enfin, parce que dans le slide, ça paraissait très simple. Hein. En fait, non, c'est pas très simple parce que, comme vous le dites, hein, la pluie, elle se concentre et puis elle finit par aller dans la rivière et la rivière finit par déborder si ça continue à pleuvoir beaucoup ou si on arrive sur des sols qui sont gorgés d'eau. Donc non, la frontière est pas très simple et d'ailleurs, je sais pas si vous avez regardé quand j'ai présenté la carte des zones qui étaient exposées au phénomène d'inondation par ruissellement, on a quand même un très bon mimétisme avec les zones qui sont les fonds de vallée parce que c'est là qu'on va aussi avoir de la concentration et dans les fonds de vallée aussi on a des pentes faibles. Donc on a un recouvrement entre ces deux types de zones. Si ce n'est que le ruissellement, il peut se produire en dehors des zones de débordement des rivières. Donc il faut avoir les deux pour en fait bien appréhender l'intégralité du phénomène. Mais il y a évidemment, c'est pas des choses qui sont très simples. Et même en termes d'événements, vous avez des événements qui créent du ruissellement dans un premier temps et qui, un peu plus loin en aval, dans un bassin versant, vont créer du débordement. Ok, mais parce que je crois que vous disiez il faut vraiment les modéliser séparément. Alors, mais si on a déjà du mal à se dire ce qu'on vient de se prendre sur la tête, on ne sait pas trop comment classifier, après je ne sais pas comment on peut faire le lien avec un modèle qui est censé séparer les deux choses. Enfin... Parce que en fait, la crue centenale, typiquement, qu'on a tous en tête, la crue centenale de Paris, ce n'est pas un orage qui va la créer. Ça va être 5 à 6 mois ou plus de précipitations extrêmes, donc pas d'orage, mais de très fortes précipitations qui vont venir gorger les sols et qui font qu'à un moment donné, le fleuve ne peut plus évacuer le surplus d'eau qui arrive et tout ça, ça finit par déborder. Donc ce n'est pas le même phénomène que ce qu'on appelle le ruissellement, les crues dites pluviales et qui sont vraiment liées en général à des événements très très intenses mais de très courte durée. Qui sont, comme on a pu l'avoir ce week-end à Paris, vous avez bien vu, en région parisienne ou même un peu partout ailleurs en France, on a eu quelques beaux exemples de précipitations extrêmes et localement, on a eu des inondations parce que les réseaux n'ont pas pu évacuer. Donc c'est vraiment ça l'aspect pluvial, mais c'est vrai qu'il y a un petit problème, on peut passer du pluvial au fluvial et ça c'est ce qu'on appelle les flash floods, typiquement ce qui se passe dans le sud de la France, les événements cévenols, on est à cheval entre du débordement de rivières et du ruissellement. On est à la cheval entre les deux cas. Mais par contre, ça, à la limite, on peut les modéliser ensemble et on a tendance à modéliser de la même façon ces deux types de crues, enfin ces deux types d'inondations. Mais par contre, on va séparer typiquement la modélisation de plaine, la modélisation fluviale qui fait déborder la Seine. Ces grands organes hydrographiques, quand ils débordent parce que derrière, on a des séquences pluviométriques qui ne sont pas de 48 heures ou de 72 heures. C'est des séquences qui sont plurimensuelles. Merci.
Ouais, peut-être juste une question dans la continuité. Donc, on a vu qu'il y avait des cartes de débordement qui arrivaient via Copernicus. Donc, déjà, une première question, c'est qu'est-ce qu'on a comme exhaustivité de ces cartographies des inondations par débordement dans Copernicus? Si on n'a pas tout dedans, où est-ce que vous les trouvez? Et puis, la deuxième question, c'est et quid des cartographies sur les ruissellements? Où vous les trouvez? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est pas le sujet? Alors, pour Copernicus, effectivement, c'est pas exhaustif puisque le satellite ne représente pas tous les jours toute la planète, puisqu'il n'y a qu'un seul satellite pour l'instant. Ils vont passer à 2 satellites l'année prochaine normalement, donc ça sera déjà beaucoup plus exhaustif. Et ensuite, c'est pour ça qu'il faut utiliser les données sciemment pour justement des débordements qui agissent sur le long terme, puisque des fleuves qui débordent ont tendance à garder l'eau dans la plaine inondable. Et à un moment, le satellite va passer sur cette inondation et ça va nous permettre de faire une détection, une estimation des dégâts. Donc en l'occurrence, par exemple, pour l'inondation que j'ai montrée de janvier, cette inondation, elles ont duré une semaine à peu près. Donc le moment le plus précis qu'on avait grâce à Copernicus, c'était le 30 janvier. Et les autres jours, on n'avait pas forcément la donnée telle qu'elle, mais avec le 30 janvier, on peut arriver quand même à des estimations bonnes. Après, effectivement, si l'inondation dure 1 ou 2 jours, il y a une possibilité de ne pas avoir la donnée du tout. Dans le futur, normalement, ils veulent améliorer ça et il y aura sûrement beaucoup plus de données disponibles, mais au tenter, il faut se concentrer sur des inondations assez longues. Les cartes de ruissellement. Pour le ruissellement, comme on le disait, c'est des phénomènes qui sont très courts. Donc, soit le satellite est passé au moment où il se passait quelque chose, et là, on a peut-être une chance d'attraper, mais c'est quand même assez peu probable. Et en plus de ça, il faut penser que si on est dans le ruissellement dans des régions de montagne, la technologie du radar qu'on a présentée, elle est super parce qu'elle passe à travers les nuages, ça c'est vraiment très bien. Mais par contre, dans les régions montagneuses, on a ce qu'on appelle un phénomène de layover, c'est-à-dire que l'onde radar, comme le radar envoie une onde, si l'onde rencontre la montagne, l'autre versant de la montagne n'est pas vue. Donc on a une face qui est cachée en général si on a un versant de la montagne qui est perpendiculaire à l'onde radar. Donc dans les régions de montagne, c'est plus compliqué d'utiliser ces technologies-là, ou alors il faut avoir une vision montante et descendante du radar, parce que le satellite monte et descend, enfin il tourne à terre, donc il va passer à un moment donné en montant et à un moment en descendant. Donc là on peut avoir les deux côtés de l'aspect. Mais c'est un coup de chance si on arrive à choper un flash flood avec ça quand même. Une dernière question. Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question par rapport aux cartes, dans un premier temps, par rapport aux cartes Copernicus. Est-ce qu'il y a une question de précision par rapport au moment de la cartographie, notamment par rapport aux remontées, aux descentes d'eau? Est-ce que lorsqu'il y a plusieurs précipitations, il faut que le radar intervienne assez rapidement pour pouvoir capter toute l'étendue, ou voilà, c'est quelque chose qui est pris en compte? Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, c'était de façon générale, on sait que les inondations sont plutôt localisées. Est-ce qu'on a des zones très localisées sur lesquelles on peut se dire qu'on a déjà eu plusieurs événements, où on n'a pas forcément d'informations sur les zones géographiques sur lesquelles les inondations reviennent tout le temps? Merci. Pour les données Copernicus, effectivement, dès qu'on parle de données satellites, il y a une histoire de précision, puisque les données sont disponibles à une certaine maille. Pour ces données-là, je crois que c'est à l'échelle de... Je ne l'ai pas mis dans les slides, mais ça doit être à l'échelle de la dizaine de mètres, donc ce qui permet quand même une bonne précision sur le bâti, et de différencier un petit peu les différents bâtiments dans l'inondation ou pas. Et ensuite, vous parliez de précision sur plusieurs événements qui arrivent en même temps? Non, sur des localités qui sont peut-être plusieurs fois
impactés par une même inondation? Par exemple, on parle généralement par région ou alors par commune, mais est-ce qu'on est sûr que c'est, par exemple, les mêmes quartiers à chaque fois sur lesquels on a les inondations ou on n'a pas cette information à ce niveau de détail? Ça, on peut faire un travail historique avec les inondations passées. Donc, en ayant les données de toutes les inondations du passé, bien sûr, on peut faire un travail. Après, quartier par quartier, ça dépend un petit peu de la taille du quartier, j'ai envie de dire. Si c'est 3 maisons, ça va être compliqué de savoir exactement si ces maisons ont été touchées à toutes les inondations. Mais au niveau de zones un petit peu plus grandes, à l'échelle du kilomètre ou de la dizaine de kilomètres, c'est possible de tracer des zones qui sont plus sensibles aux inondations, et c'est globalement les TRI. Oui, c'est les TRI. Si on parle d'inondation fluviale, de toute façon, on s'intéresse au lit majeur de la rivière. Hein. Dès lors qu'on est dans le lit majeur de la rivière, on sait qu'on est dans une zone inondable. Hein. Maintenant, la fréquence peut varier en fonction d'où on se situe dans le lit majeur, mais on est dans une zone inondable. Après, aussi, pour avoir la fréquence à l'échelle communale, le site CCR vous donne depuis 1982 quand même tous les arrêtés CatNat inondation. Donc, je pense qu'on a une bonne base de données à la commune, hein, où on sait déjà quelles sont les communes qui sont plus fréquemment inondées et de celles qui sont un peu moins. Et puis voilà, je pense que c'est comme ça qu'on peut faire. Mais après, distinguer d'un quartier à l'autre, dès lors qu'on est dans un lit majeur, on est dans la zone inondable. Merci.